crise grecque, donc, est-ce une faillite européenne ou est-ce une responsabilité unique des gouvernements successifs du berceau de cette démocratie? Nous allons nous poser la question aujourd'hui avec nos invités. Depuis plusieurs jours, plusieurs mois, c'est une tragédie en 5 actes avec bon nombre de rebondissements à laquelle nous assistons. Et nous allons tenter d'analyser les raisons de ces blocages et surtout leurs conséquences. Avec moi aujourd'hui, Benjamin Coriat, économiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés. Ensuite, nous avons Georges Prévé-Lakis. Bonjour. Vous êtes géographe et géopoliticien à l'Université Paris 1. Merci d'être avec nous. Pascal Durand, député européen, membre d'Europe Écologie. Merci. Bonjour. Enfin, Philippe de Sertine, économiste, et vous êtes professeur à l'IAE, l'Institut Administration des Entreprises, c'est ça, Paris-Sorbonne. Merci également. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Olivier Tosser. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire que vous avez donc fini en 2013, que nous avions déjà diffusé à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous intéresser à cette question de la jeunesse de la crise ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, de revenir aux origines du malentendu entre la Grèce et l'Europe, parce que ce malentendu, il ne date pas de la crise, justement. Il date du début de l'entrée, des négociations d'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque la CE. C'est-à-dire que dès le début, l'histoire entre la Grèce et l'Europe est marquée par une espèce de malentendu. Ah, pour vous, c'est juste un malentendu, donc? C'est un malentendu fondamental du fait que l'Europe voulait que la Grèce, au sortir de la dictature des colonels, entre dans la communauté économique européenne parce que c'était l'Europe, parce que c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est quoi? C'est grec. L'Europe, c'est le nom d'une déesse de la mythologie grecque. Et que les dirigeants européens de l'époque, et en particulier Valéry Giscard d'Estaing et plein d'autres de ses collègues en Europe, étaient des dirigeants politiques qui avaient été façonnés par une culture classique, qui avaient appris le grec à l'époque. Là, vous me dites que Valéry Giscard d'Estaing est un grand romantique, finalement. Exactement, c'est une vision totalement romantique. Et donc, il fallait que la Grèce entre dans l'Union européenne, dans la CE, coûte que coûte, et le plus vite possible. Et c'est pour ça que dès le départ, on a fermé les yeux pour accueillir ce nouveau membre, qui n'est pas qu'un nouveau membre, un membre supplémentaire, mais qui est le berceau de la démocratie. Et donc, dès le début, on confond la Grèce d'aujourd'hui et la Grèce antique. Vous avez eu des difficultés à recueillir les témoignages qu'on voit. On voit que vous avez Juncker, Trichet, Valéry Giscard d'Estaing, enfin la plupart des acteurs de l'époque. Vous avez eu des difficultés à les toucher? Ils ont accepté facilement de parler de tout cela? Et ils ont accepté après avoir dû leur expliquer très longuement quel était l'état d'esprit dans lequel je voulais construire ce film. Parce qu'à l'époque, déjà en 2013, c'était déjà un des paroxysmes de la crise. Et donc, le fait que ma démarche était historique a permis de convaincre justement aussi bien M. Juncker que M. Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing, notamment, était tout à fait prêt, parce qu'il revendique encore son rôle moteur dans l'entrée de la Grèce dans l'Europe, tout en se démarquant totalement de l'entrée de la Grèce dans l'euro. Par exemple. Oui, mais Chirac a marché sur ses pas et on le voit bien. Hein, donc, oui, et tout le monde. Donc on dirait quoi? Qu'il y a une forme de romantisme chez nos présidents français. Benjamin Coriat, vous n'êtes pas d'accord? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des considérations géopolitiques, mais certainement notre ami grec va expliquer ça mieux que moi. Mais il y a aussi des considérations qui sont plus économiques, si je peux dire, plus strictement économiques. Alors, on aura sans doute l'occasion d'en parler plus en détail, mais ma conviction profonde, pour avoir suivi tous ces événements, évidemment de très près, comme l'ensemble des gens qui sont ici, j'imagine, c'est qu'il y avait une volonté très claire, au moins de la France, et sans doute d'autres pays, que l'euro ne se fasse pas sans des pays du Sud, c'est-à-dire sans la Grèce, sans le Portugal, sans l'Espagne. Là, on parle déjà de l'euro. Hein. Oui. Là, on parle de l'euro. Mais on y reviendra. Mais alors, bon, on reviendra sur ce point, mais ce point est essentiel. Oui, bien sûr. On ne voulait pas d'un face-à-face avec le Deutsche Mark. Alors, pour l'entrée dans la communauté économique européenne proprement dit, je pense que la dimension pays sortant d'une dictature, etc., et l'Europe ayant vocation à étendre un espace de démocratie en elle et autour d'elle, a été une dimension non négligeable. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Pascal Durand, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire? Est-ce que beaucoup de bien, beaucoup de bien, parce que il a le mérite d'essayer de remettre en perspective. C'est-à-dire que je trouve que le défaut, enfin un des défauts de l'analyse actuelle que l'on fait de la situation grecque, c'est de ne s'intéresser qu'à la fin. Et de ne pas regarder d'où on vient, comment on vient, quelles ont été les responsabilités des uns et des autres. Et je trouve que ce documentaire explique notamment
les choix économiques, le fait d'avoir volontairement regardé ailleurs quand on imaginait que les comptes avaient été truqués, et par ailleurs, qui a la responsabilité de ces trucages. Donc le documentaire là-dessus, sur cette question-là, est très très important parce qu'il remet en perspective l'histoire et la crise. Il nous manque effectivement en ce moment des éléments de contexte. Bien sûr. Georges Prévélakis, à la lueur de ce documentaire, enfin de ce que vous en savez, et pour ouvrir justement ce débat, vous diriez que c'est une responsabilité collective. Quand on parle là, dans ce cadre, on dit bien, c'est le documentaire d'Olivier Tosser, une faillite européenne. Est-ce que c'est une faillite européenne ou c'est une faillite grecque? C'est une faillite européenne, mais c'est aussi, je dirais, une crise européenne qui conduit, comme toutes les crises, à un renouveau ou à une remise. Je pense que les documentaires est très utile parce que dès le début de la crise, malheureusement, on a traité cette situation d'un strict point économique. On a fatigué le public avec des discours incompréhensibles, etc. Et on est touché à rien d'essentiel. Donc c'est très bien de montrer. Je pense que donc ça ouvre un débat. Alors c'est un débat, je pense, passionnant, pas seulement pour la Grèce ou pas surtout pour la Grèce, mais surtout pour l'Europe. Donc vous dites que c'est un malentendu, mais je ne sais pas si c'est un malentendu, mais enfin c'est une histoire très ancienne et c'est une histoire fondamentale pour l'Europe. Il y a deux choses. Il y a d'un côté le thème grec et ensuite la Grèce en tant qu'État. Le thème grec est fondamental pour l'identité européenne depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire pour la modernité. La modernité européenne est fondée sur cette utopie, sur ce monde idéalisé qui est celui de l'Antiquité. Et donc, si vous voulez, pour la géopolitique, la dimension symbolique est essentielle parce qu'on construit les ensembles sur la base des symboles. Donc c'est un enjeu fondamental pour l'Europe du 18e, du 19e, du 20e, d'aujourd'hui. Pour être clair, M. Prévélakis, quand vous dites qu'il y avait une forme de romantisme, quand Olivier Tosser dit qu'il y a une forme de romantisme en fait, chez les dirigeants français à accueillir la Grèce parce que c'est le berceau de la démocratie, parce que démagogie, démocratie, ce sont des mots grecs, enfin, on l'entend dans le documentaire, on construit un espace politique par ce type de symbole? Oui, on a construit, c'est la construction européenne depuis le XVIIIe siècle. On joue avec ça, avec un fondement. Alors, où se trouve le malentendu? Le malentendu se trouve entre la thématique européenne et l'État. Il y a une dialectique extrêmement complexe entre ces deux ensembles qui, bien sûr, il faut la suivre dans l'histoire et qui donne un résultat particulier qui, je pense, est au centre de la crise. C'est que ces populations qui ont construit ce peuple grec, qui devait être, si vous voulez, à l'image de l'imaginaire européen. Il fallait fabriquer des Grecs ils étaient imaginés par les Européens. En réalité, la matière première, c'était des Ottomans. C'était des Ottomans. Donc là, il y a eu un hiatus dès le début. Vous êtes d'accord? Attendez, un instant, je termine mon raisonnement. Donc, cette population qui se trouve là, qui est un mélange de paysans, aussi des gens, des Levantins, des gens très astucieux, etc., voit la possibilité d'une rente. On peut obtenir le soutien des Européens, l'argent de l'Européen, en vendant, d'une certaine manière, en mettant en avant ces rôles. Et là, nous avons vraiment une situation, une structure fondamentale qui fait que l'État grec, et je dis l'État grec, pas les autres aspects, si vous voulez, de la présence grecque, qui est la diaspora, qui est la marine marchande, etc. L'État grec est un État rentier, pour des raisons géopolitiques et économiques, certes, mais aussi pour des raisons symboliques. Et c'est l'exagération de cette logique des rentes que nous avons vécue pendant les 4 dernières décennies et qui explose maintenant. Oui, Philippe de Sertine, vous êtes d'accord? On était dans du symbole dans cette entrée? Moi, j'étais vraiment passionné par le documentaire d'Olivier Tosser. Même si, je vais peut-être y revenir, pour moi, votre lecture est aussi une lecture romantique. Parce que justement, à mon sens, vous êtes beaucoup trop dans une vision idéalisée dans la réalité des années 70. D'abord, ce qui est passionnant, et je crois que c'est vraiment important pour les jeunes générations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez plein de jeunes en Europe qui n'ont pas connu cette époque. Et quand on voit un documentaire comme ça, on est surpris, quoi, parce qu'on voit des couleurs, etc. On a l'impression que c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pas si lointain que ça. C'est pas si lointain que ça quand on parle de dictature en Europe. Il faut se rappeler, là, on a une séquence quand même, c'est-à-dire milieu des années 70, c'est la mort de Franco. On intègre l'Espagne parce que vous avez cette dimension-là. Le Portugal, ça a été aussi un pays en dictature il n'y a pas si longtemps. Et la Grèce, c'est un pays qui sort de dictature aussi. Donc on
on va dire, dans un ensemble politique qu'on doit comprendre par rapport à l'époque. On est dans le moment où la guerre froide est le plus tiède. 79, ça va être l'Afghanistan, ça va être l'affaire polonaise. On est dans un moment de très forte tension. On doit comprendre que l'Europe, à ce moment-là, joue, on va dire, ses cartes par rapport... On est encore dans la construction de l'Europe de la paix post... oui, vous êtes surtout dans l'Europe de la paix avec l'Europe de la guerre en face. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rigole pas. Et vous êtes dans un équilibre très compliqué avec les États-Unis. Et je crois que là, quand on est en train d'évoquer, et moi je partage totalement ce que vous venez de dire sur la réalité grecque, mais on doit comprendre que les Européens, les Allemands en particulier, et les Français, Valéry Giscard d'Estaing à ce moment-là, il a un interlocuteur privilégié, c'est Helmut Schmidt, qui est son ami allemand, et je dirais dans lequel ils vont avoir chacun un rôle, notamment dans ces questions d'élargissement. Là, à l'époque, nous avons la Grèce qui est une carte absolument fondamentale vis-à-vis de la Turquie. Et la Turquie, on ne doit pas l'oublier, la Turquie, c'est évidemment un élément très important dans la logique allemande de l'époque, c'est-à-dire l'immigration allemande et turque. Mais attention, la Turquie est aussi la deuxième grande base américaine en Europe. Et on doit avoir toujours ça dans l'esprit. À l'époque, la Turquie, elle est dans l'OTAN Bien sûr qu'elle est dans l'OTAN. C'est l'allié privilégié. Et effectivement, moi, je suis tout à fait heureux qu'on le dise, parce que le rapport à la Turquie était un élément majeur de la relation avec la Grèce. On ne pouvait pas négliger cet aspect-là. Donc c'est très très important ce qui s'est passé. On ne peut pas comprendre tout ce qui se passe après dans la décennie, dans les décennies suivantes, où notamment la Grande-Bretagne, alliée des États-Unis, n'arrête pas de pousser pour l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Et la vision évidemment qu'ont les États-Unis depuis longtemps de la Turquie, il faut se rappeler qu'en en pleine crise en 61... toujours d'ailleurs aujourd'hui dans l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Oui, non, sauf que la Turquie maintenant, elle est vraiment dans la frontière, on va dire la plus tendue de l'Europe, c'est-à-dire c'est la frontière avec évidemment le Kurdistan qui fait partie de la Turquie et surtout avec la Syrie. Et là, lorsqu'on évoque la situation d'aujourd'hui, géopolitique, c'est absolument capital à comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui n'est pas du tout seulement économique. La grande erreur que l'on doit faire, c'est se figurer qu'il n'y a que l'économie et qu'une logique de dette, d'approche éventuellement. Donc là, en fait, on nous vend une logique économique de la Grèce va sortir de l'Europe et que ça va être dramatique, etc. Sauf que derrière la question géopolitique, vu le territoire grec, est complètement laissée de côté. Mais elle est capitale, alors qu'elle est capitale dans le raisonnement actuel. Alors, Benjamin Corrias. Oui, non, si je peux me permettre, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le film, parce que, pour la raison qui a été dite, parce qu'il remet en mémoire toute une série d'événements. Et puis, bon, toujours à l'occasion des crises, les narratifs se refont. Et le narratif qui est fait aujourd'hui, c'est pas du tout celui qu'il y a dans le film. Donc c'est très important de confronter ces deux narratifs. Par contre, alors, là où je serais plus réservé, c'est quand vous parlez de malentendus. Non, je ne crois pas qu'il y ait un quelconque malentendu. Je suis plutôt sur ce qui a été dit, en tout cas comme je le comprends, sur des intérêts bien compris et partagés. C'est-à-dire que d'un côté, la Grèce a bien saisi l'opportunité du bénéfice à rentrer dans l'espace européen, mais l'espace européen avait un grand besoin d'intégrer ses frontières à l'intérieur même de son espace. Quel était l'intérêt quand vous dites il y avait un intérêt à intégrer dans ses frontières cet espace Il est double. Il y a un intérêt géopolitique, on a longuement insisté par rapport à la Turquie, etc. Il y a un intérêt en termes de désir d'Europe, si je peux dire, on aimerait bien que ça revienne, par parenthèse. En l'occurrence, l'Europe prend sous son aile des pays qui sortent de la dictature et héberge des démocraties, et en plus, et il faut le dire, généreuse avec ces démocraties, parce qu'il y a eu des fonds structurels extrêmement abondants. Oui, l'Europe n'a plus du tout fait ça depuis. C'est quand même très mal, très mal. Oui, mais très mal, justement, elle l'a fait presque sans fonds structurels, d'où une difficulté. Je vous en prie, terminez. Donc je finis, voilà. Donc c'est un intérêt bien compris, de part et d'autre. C'est pas du tout un malentendu. Alors il se trouve que, on y reviendra, les choses ont évolué de telle manière qu'à un certain moment, les choses se sont retendues, si je peux dire, mais pendant longtemps, chacun y a largement trouvé son compte. Alors, Olivier Tosser et Pascal. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un malentendu d'une certaine façon, parce qu'on parle géopolitique, mais là, l'Europe, à l'époque, la CE, c'est de l'économie, c'est un espace... C'est un marché unique. Oui, voilà. Mais dans l'esprit des fondateurs, il y a beaucoup plus que ça. On a commencé par l'économie et on a rendu les intérêts économiques fondus pour créer
une base, mais l'idée, c'est quand même construire la paix, reconstruire l'Europe, etc. Pascal Durand. Juste une dernière chose, et la deuxième chose, ce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous dites l'Europe était généreuse. La Grèce sortait du régime d'une dictature des colonels, ce qui est heureusement, c'est une pensée généreuse d'essayer de consolider la démocratie en Grèce. Mais elle a été plus généreuse avec les Grecs qu'avec les Portugais et les Espagnols, par exemple, parce que ça a mis beaucoup plus de temps. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Hein, si alors, on ne va pas faire ici le débat sur ce qui a été distribué, à la Grèce et au Portugal. Pascal Durand. D'abord, pour arbitrer, je me permets, Robert Schuman disait justement construire, au départ, de la construction de l'Europe, c'était construire des solidarités de fait, c'est-à-dire à destiner à. Donc en fait, il y avait effectivement l'approche qui était une approche économique, mais en réalité, il y avait la nécessité et d'essayer de relier aussi des êtres humains, ce qui était d'ailleurs la phrase de Jean Monnet. Mais moi, je distingue quand même deux époques un peu différentes dans le documentaire. Je crois que ça a été bien montré. Et je crois qu'il y a une logique pour répondre aussi à votre question. Pourquoi il y a l'époque où, effectivement, sortie de la dictature, etc., le côté idéaliste, le berceau de la démocratie, et puis le problème de la Turquie, etc., hop, on rentre la Grèce. Ça, c'est la première étape. Et j'allais dire que cette étape, elle est presque... elle découle d'elle-même. Oui, elle est naturelle. Karamanlis est en France, il est très proche de Giscard d'Estaing qui vient d'être élu, qui veut comme toujours marquer la présence française sur la zone, sur le monde. Bon, tout ça est cohérent. Mais il y a une deuxième phase. Et celle-là, elle est beaucoup plus intéressante sur un plan à la fois économique et politique. C'est la phase, effectivement, rentrée de l'euro, financement, crédit, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va y revenir, bien sûr. Mais ce qu'on ne peut pas perdre d'idée, c'est que la notion de marché unique, il a besoin de croissance, ce marché. Et notamment l'Allemagne, mais la France aussi, a besoin d'exporter à l'intérieur de la zone euro. Et donc il fallait élargir le marché unique. Bien sûr. Et on va financer la Grèce à tour de bras, parce que le déficit... C'est un nouveau marché. Et comment on fait de la croissance bidon, c'est-à-dire comment on invente un phénomène qui n'existe plus, qui est celui de la croissance, et comment on le finance. Eh bien, ça, c'en est une illustration. On a la même en Espagne avec l'immobilier. On fait des bulles, on les finance, on crée des bulles, et après tout s'effondre. Mais on y reviendra, bien sûr. On a évoqué tellement de questions, je ne sais pas par quoi commencer. C'est terrible. Moi, je vais lancer une idée. C'est que j'ai expliqué, si vous voulez, les facteurs structurels dans l'histoire de la Grèce moderne, c'est-à-dire de l'État grec, de la rente, qui vient de cette fonction. Il y a bien sûr, si vous voulez, les dimensions géopolitiques, géostratégiques, qui donnent aussi de la rente. C'est-à-dire la Grèce a obtenu de la rente, c'est-à-dire de l'argent qui ne venait pas de sa propre production. Et 30 milliards d'euros par an de subventions, c'est quand même énorme. Non, mais dès le 19e siècle. Grâce donc à son rôle symbolique, qui n'est pas du romantisme dans le sens de quelque chose d'inutile, c'est utile. On a besoin de cette référence identitaire en Europe. Et deuxièmement, et là c'est 30. Ça c'est un phénomène qui a de hauts et des bas dans l'histoire grecque. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On entre en Europe sous Karamanlis. Karamanlis veut dire c'est vraiment un Européen qui vraiment voit la Grèce comme une composante de l'Europe. Mais ensuite, il y a Papandréou qui arrive au pouvoir. Et Papandréou avait annoncé qu'il sortirait la Grèce de la... Papandréou père. Andréas 81, Andréas Papandréou. Il disait OTAN et Communauté européenne, le même syndicat, la même mafia. C'était ça son slogan. Alors, en entrant, il fait chanter l'Europe pour obtenir justement les fonds structurels. Donc, la logique de la rente s'installe à nouveau. Et nous avons une période pendant laquelle tout s'organise autour des réseaux de la rente. Et ensuite, l'entrée dans l'euro donne encore une possibilité. Et ça va Là, vous êtes en train de me dire que les Grecs, en fait, sont des rentiers. C'est peut-être complètement inconscient. Les Grecs ont été piégés dans la rente parce que cette générosité, c'est le poison. C'est le pharmacone qui devient poison. C'est le médicament qui devient poison. C'est un poison pour nous. On a été empoisonné par cet argent. Oui, parce vous êtes aussi laissé empoisonner, pardon. Oui, mais enfin, oui, bien sûr. Nous avons des responsabilités. C'est le médecin qui prescrivait. Mais il faut comprendre que ce n'est pas bien. Cet argent ne nous a pas fait du bien. Parce que cet argent a détruit toute capacité de vivre grâce à notre propre production. Et maintenant que l'argent ne vient pas, nous sommes
incapables de nous en sortir. Oui, alors... Oui. Mais moi vraiment, je voudrais revenir... je vous rappelle vraiment, c'est extrêmement important à bien comprendre le contexte, hein, parce que tout à l'heure j'ai évoqué 79, l'Afghanistan. Oui. Tout ça, c'est des choses qu'on a complètement oubliées. 80, c'est la Pologne, hein, c'est-à-dire c'est le moment où en Europe, tout d'un coup, tout le monde commence à trembler. C'est-à-dire on se demande, mais on va où exactement? Vous avez Reagan qui était élu. La chute du bloc communiste. Vous avez... Non, mais on n'est pas du tout dans la chute, là. On est dans le moment où l'Europe se dit où vont s'arrêter les chars. Vous avez Reagan qui vient d'être élu aux États-Unis. Vous avez la révolution iranienne, 79. Vous avez le deuxième choc pétrolier. C'est-à-dire qu'on est dans un État qui est... On doit bien se souvenir de ça. C'est pour ça que le romantisme, le truc... Ça, on peut vous raconter tout ce qu'on veut après coup. On était tout, sauf le romantisme à ce moment-là. On était au contraire dans la gestion géostratégique, dans la réelle politique. Ouais. Et l'Europe, et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que c'est pas évidemment, à ce moment-là, on le disait peut-être pas dans la une des journaux, mais avait une politique très claire à l'époque sur la Méditerranée en disant on doit avoir une logique de barrage par rapport à un risque réel que l'on voit monter à l'Est. On était dans cette logique-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Par rapport à ce qu'on évoquait, moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'une sorte de bulle comme ça. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle finance avant tout l'armée grecque. Je crois qu'il faut être bien clair. On va avoir l'une des raisons pour lesquelles on va avoir une acceptation, on va fermer les yeux sur tout un tas de modes de fonctionnement de la société grecque, c'est que derrière, notamment l'industrie de l'armement française, allemande, américaine, exporte. Enfin, enrichie, vous voyez, mais tout ça, c'est plus compliqué. Je veux dire, c'est les bons, les méchants, ils sont où? Alors, soyons clairs, donc on est d'accord. Pour le budget militaire, c'est le deuxième budget militaire au monde après les États-Unis. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Là, c'est en pourcentage de PIB. Non, 4% du PIB. Si je peux me permettre. Non, mais juste pour finir sur un chiffre. Mais je voudrais bien un chiffre clair. Juste un chiffre important. Je vous donne un chiffre important jusqu'à 2011. La Grèce a été entre le 3e et le 5e importateur d'armes conventionnelles du monde. Du monde, vous m'entendez bien. À un moment donné, on a numéro 1 la Chine, 1,3 milliard d'habitants. Numéro 2, l'Inde, c'est pas le hasard, 1,1 milliard d'habitants. Numéro 3, la Grèce, 11 millions d'habitants. Et ça, c'est l'industrie allemande, l'industrie française, l'industrie américaine. Donc on peut dire ce qu'on veut sur le fait que l'Europe ne savait pas, se rendait pas compte. Tout ça, c'est de la rigolade. Tout le monde le savait parfaitement. Simplement, évidemment, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire officiellement. Alors justement, transition, toute trouvée, je voudrais qu'on réécoute Jean Arthuis qui avait une vision quelque peu, au moins claire et nette, de ce qui était en train de se jouer. Il y a une sorte d'allégresse qui faisait que c'était bien vu d'admettre la Grèce parce qu'elle était le berceau de la démocratie. Oui, là, on ne parle pas de démocratie, on parle de finance, d'économie. Bien sûr, mais il faut que l'art de gouverner s'accommode de la réalité. Or, trop souvent, la gouvernance publique prend appui sur le déni de réalité. Elle est absolument incroyable, cette dernière phrase de Jean Arthuis. Donc, pour revenir là à ce qui nous intéresse, on s'est appuyé, enfin, la gouvernance s'appuie sur le déni de réalité. Donc, on n'a pas voulu voir non plus les problématiques qu'allaient se poser. Vous nous parliez tout à l'heure de ce budget militaire, enfin, de ce que ça laissait supposer. Mais dans l'autre sens, on n'a pas en face de ces 30 milliards qu'on pouvait donner par an, entre guillemets, mis en place un véritable système d'État, sachant que ce qui était en train de se passer... Je vais me répéter, et je suis assez d'accord avec De Sertine. C'est vraiment la question des narratifs. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de fabriquer une histoire suivant laquelle on ne s'est pas rendu compte, on a été berné par la Grèce, mais c'est pas du tout ça l'histoire, c'est pas du tout ça. Et je crois que De Sertine a remis sur la table toute une série d'éléments essentiels sur pourquoi on avait besoin de la Grèce, pourquoi on a favoriser son armement, non seulement du point de vue des intérêts franco-allemands, si je peux dire, voilà, des armes franco-allemandes, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Et puis, il faut rajouter un troisième mot, parce que ça va nous être utile dans le débat par la suite. Cette, surcroissance du secteur de l'armement grec, qui, évidemment, est un problème, je ne suis pas du tout en train de dire ça, elle a aussi une autre raison. Et la raison qu'elle a, c'est une des défaillances de la construction européenne. Ça veut dire que quand les Turcs ont débarqué à Chypre, l'Europe a totalement laissé faire, a été totalement incapable de gérer cette crise. Et donc, les Grecs se sont trouvés tout seuls en face à face à devoir gérer ce problème. Et je ne dis pas ça pour rien. Je dis ça parce que cette défaillance dans la construction européenne, on va la trouver à un autre niveau un peu plus tard, dans la construction de l'euro. Et tout cet argent qui est arrivé en Grèce, d'où il vient ?
des banquiers privés. Il faut quand même rappeler que seuls les banquiers privés peuvent acheter de la dette publique pendant cette période-là. Et donc, comment dire, la responsabilité de la finance privée internationale qui a acheté toute cette dette publique qui aujourd'hui revient en boomerang, c'est pas, je veux dire, il y a une responsabilité des Grecs si on peut dire, mais dans la mesure où la finance internationale faisait les mêmes taux d'intérêt quasiment à la Grèce qu'à l'Allemagne, on ne voit pas pourquoi ils ne l'auraient pas utilisé. D'ailleurs, en défense de la Grèce, c'est mon dernier mot, ils ont quand même cru à 4% par an pendant la décennie, c'est-à-dire nettement au-dessus de la moyenne européenne. Alors, je ne dis pas que tout ça était bien, hein, mais je veux dire, il y a une finance qui a une grosse responsabilité sur la formation de la dette. Alors, justement, on va revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure en début de débat, la question de l'entrée dans la zone euro, parce qu'on a fait entrer la Grèce, et on sait maintenant pour toi, et quelques années plus tard, on renégocie cette fois-ci pour entrer dans la zone euro. Est-ce que là, on est dans le même romantisme ou pas? Est-ce qu'on est dans le même contexte? Il semblerait que non. Mais en attendant, il s'aveure qu'on est toujours avec un État qui n'a pas de cadastre, qui n'est pas en capacité de lever l'impôt et qui n'a pas les infrastructures. Enfin, qui a quelques infrastructures. Tout le monde s'en fout. Et que les chiffres publics moi, c'est ça que j'aimerais. Moi, j'entends tout ce qui est dit et je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur l'analyse. Il y a un point sur lequel, ça m'a marqué dans le documentaire, parce que là-dessus, c'est très très clair. C'est-à-dire que oui, il y a du financement, des banques privées, etc. Mais il y a un moment où on a conscience de la réalité des comptes plus ou moins trafiqués. Et donc on voit très bien, là, parce que c'est là où il y a j'allais dire, une zone de non-droit, à la fois des politiques et à la fois des juristes, c'est qu'on a fait semblant de regarder ailleurs. Et quand M. Arthuis dit qu'il y a un déni de réalité, je suis désolé. Et pourtant, je partage beaucoup de ce qu'il dit dans ce documentaire, mais là, il se trompe. Ça n'est pas un déni de réalité. C'est qu'il y a eu une volonté politique de regarder ailleurs. Et il y a eu une volonté politique de laisser rentrer la Grèce dans la zone euro avec des chiffres qui étaient trafiqués. Mais pourquoi? Quel intérêt? Toujours la même chose. Toujours la même raison. Excusez-moi, mais juste quand même, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et là, nos téléspectateurs peuvent aller sur Internet, ils vont retrouver toutes ces informations. La Grèce paie, vous m'entendez bien, en 2011. C'est-à-dire au moment où nous sommes déjà au cœur de la crise la plus grave qu'on ait connue. A démarré en 2011. Elle paie, rubis sur l'ongle, des sous-marins d'attaque. Les sous-marins d'attaque, on est en Grèce, les sous-marins d'attaque livrés par l'Allemagne. Elle paie des hélicoptères chasseurs de chars livrés par la France. C'est-à-dire que, pour être clair, on donne de l'euro pour pouvoir acheter des armes à nos industries de production. Non mais attendez, tout ça, on doit bien comprendre que tout ça n'est pas choquant en soi si l'Europe a une politique extérieure dans une zone de plus en plus tendue, de plus en plus dangereuse, qui ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut contester ou dire c'était de la folie. L'Europe peut très bien avoir cette stratégie. Mais simplement, à un moment donné, il faut dire les choses complètement. Oui, mais alors, est-ce que c'est à la Grèce pardon, messieurs, mais est-ce que c'est à la Grèce de porter la sécurité et la défense européenne? Enfin, la Grèce emporte un morceau et elle l'échange contre une situation d'Europe. Et on a vu à ce moment-là, on est ramené à mes failles à partir du moment où il n'y a pas. On est ramené à mes failles dans la construction européenne. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de politique de défense commune, pour des tas de raisons. On est obligé de la faire de manière latérale, si je peux dire. Et donc d'assigner à un certain nombre de pays, en l'occurrence la France, l'Angleterre, et localement à la Grèce, des fonctions de défense qu'on ne peut pas assumer centralement. Donc, je veux dire, il faut dessiller les yeux des gens et dire la vérité. Oui, sauf qu'il y a un phénomène qui est très grave, j'insiste sur ce point, c'est un peu comme si on voulait sauver l'industrie automobile française, par exemple, ce qui ne serait pas en choix choquant, et qu'on prête à toutes les personnes de l'argent pour pouvoir acheter une voiture neuve, pour que la production reparte. On n'est pas loin de ça. On l'a fait souvent. On l'a fait souvent, mais je veux dire, imaginons, et donc les banques prêtent à tout le monde sans regarder la capacité des gens à pouvoir ou pas rembourser derrière leur automobile ou même à l'entretenir, payer l'assurance et payer l'essence. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est exactement ça. C'est que pour que nos industries, pour une grande part, puissent continuer aussi à produire, après on peut discuter est-ce que c'est bien, pas bien, ça c'est un débat moral, mais pour qu'elles puissent le faire, on a prêté, et notamment nos banques, avec les garanties de l'État derrière, parce que c'est ça qui s'est passé, elles ont continué à prêter sans même
s'interroger. Et quand certains ont commencé à pointer du doigt en disant mais attention, on prête beaucoup trop à la Grèce, c'est pas possible. Ils ont dit non, Eurostat, rien. donc 2004 par exemple, qui a pointé. Qui commence à pointer. Et là on leur dit non, attendez, regardez ailleurs, c'est rien, on va arranger les comptes et puis on prend des auditeurs qui vont être. Goldman Sachs. Merci Goldman Sachs. Alors, Georges Savellakis. Bon, alors, je voudrais tirer un peu une conclusion d'un point de vue grec. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes les victimes de l'Europe? Alors, vous pouvez avoir deux discours. L'un discours, c'est nous sommes les victimes parce que là, vous ne nous apportez pas suffisamment d'aide, la solidarité, etc. C'est un peu le discours du système politique grec. Que ce soit la droite, que ce soit le Parti socialiste, et évidemment Syriza. Ils disent la même chose. Sauf qu'eux, ils n'ont aucune responsabilité sur ce qui s'est passé. Attendez, Alors, moi, je parle des discours. Attendez, il y a un autre discours. L'autre discours, c'est que pour rendre service, pour accomplir des tâches européennes, la défense européenne, l'identité européenne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous nous avez donné de l'argent. Et cet argent nous a empoisonnés. Il a détruit notre société, il a détruit notre capacité de production. Mais il a construit des routes. Des routes qui mènent... Vinci a des gros marchés. Vous avez parlé de croissance. Mais notre croissance, c'était pour la consommation interne. Les fameuses routes qui ont aidé les oligarques de faire fortune à travers la corruption sont des autoroutes pour les Grecs pour aller dans leurs maisons secondaires. Ce n'est pas pour l'investissement. Absolument. C'est ça qui est dingue. Donc je pense, moi je me situe aussi dans une critique envers l'Europe, mais dans l'autre sens par rapport au discours principal, parce que je ne m'inscris pas dans une logique de rente et je ne m'inscris pas dans une logique de parasitisme et parce que je ne considère pas que les Grecs sont incapables de produire des richesses eux-mêmes et qu'ils doivent rester dans une sorte de dépendance par rapport à l'Europe et par rapport à l'Occident. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a eu cette rente, mais l'appareil productif grec finalement ne s'est absolument pas développé. On est toujours sur un peu d'agriculture, beaucoup de tourisme. On avait un appareil productif avant d'entrer en Union européenne. Il a été détruit par l'Union européenne. Il a été détruit par la rente, par le fait. Pourquoi est-ce qu'on va travailler à investir quand on veut avoir des professions de services qui gèrent la rente? Pourquoi c'est pas ça, c'est vraiment. Mais je voudrais juste après apporter un autre élément. Mais juste quand même, on a tous les deux l'âge d'avoir connu avant. Malgré tout, il y a eu une amélioration, on va dire, de la qualité de vie de la population grecque. Enfin, un rallongement, ce qu'on a vu. Vous voyez, je crois que c'est important aussi quand même que la jeunesse entende ça, que la jeunesse d'Europe... Maintenant, on les paye. Non, mais on le paye, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a un retour, mais qui est quand même pas du tout le retour en arrière au moment de la fin des dictatures des colonels. Je dis, quand vous regardez l'âge moyen de vie, etc. On va voir dans un an, ce sera les retours en 49. Non, quand même pas, non, je crois pas. Mais après, non, là, il ne faut pas oublier quand même les statistiques de l'époque. On verra. Non, mais juste quand même, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, je crois qu'on doit avoir conscience de ça, que la géopolitique en ce moment, l'Europe doit l'intégrer, les citoyens européens doivent comprendre ce qui se passe, arrêter d'avoir des jugements à l'emporte-pièce. Lâchons-les, il y en a marre, ce sont des paresseux, c'est je sais pas quoi, qui sont là des ferments dramatiques de choses qui peuvent se passer en Europe et qu'on a connues dans le passé. La Grèce a joué un rôle géopolitique pour les Européens, c'est absolument clair, elle le joue encore aujourd'hui, au moment où, je le répète, nous avons le conflit syrien et Daesh qui est à la porte de la Grèce. La Grèce aujourd'hui, c'est le désert des Tartares. C'est le dernier rempart. C'est-à-dire, c'est le dernier rempart de la Grèce, de l'Europe avant l'endroit où commencent toutes les guerres. Mais n'oublions pas que nous avons exactement le même phénomène qui va se produire bientôt. Ça va être avec la question ukrainienne, où l'Europe va devoir dire on écrase la dette ukrainienne parce que nous ne voulons pas aller mourir à Kiev, mais qu'il va falloir que les gens meurent sur cette frontière-là. Nous en sommes là aujourd'hui. Et là, la Grèce comme l'Ukraine posent toutes les deux un problème en apparence économique qui est en fait un problème géopolitique. Rapidement. Non, il y a tout ce qu'on a dit, moi j'ai souscrit assez largement sur la dimension géopolitique. Sur la rente, bien entendu, il y a des dimensions de rente, mais il y a aussi des éléments, on va dire, plus trivialement économiques. C'est-à-dire, à partir du moment où on impose un taux de change fixe
entre la Grèce et l'Allemagne, et plus généralement la Grèce et l'Allemagne du Nord. Qu'est-ce que vous voulez dire par taux de change fixe? L'euro. D'accord. Bon, voilà. Qui est donc totalement sous-évalué pour l'Allemagne et les pays du Nord, et totalement surévalué pour la Grèce et les pays du Sud. On ne l'impose pas. On l'impose pas, c'est les Grecs qui le veulent. C'est les Grecs qui le veulent. Attendez. On a construit l'Europe en principe avec une série de mécanismes d'ajustement en espérant que tout le monde allait converger. Donc c'est les à partir du moment où on constate qu'on ne converge pas, deux choses. Premièrement, ça explique en partie la désindustrialisation dont vous parlez. C'est pas seulement que les gens se sont arc-boutés sur la rente, c'est que tout simplement, ils pouvaient pas tenir en termes de compétitivité relative, bon, d'un côté. Et de l'autre côté, les pays qui ont bénéficié de ce taux de change doivent admettre qu'ils doivent faire des contreparties à un moment. Et là, on y est. La question c'est, veut-on garder l'Europe? Et donc, il faut installer des contreparties pour permettre aux pays en retard de rentrer dans un processus de convergence. Sinon, il faut faire sauter l'Europe. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le chaud bleu, là, c'est pas possible. Moi, je suis assez curieusement d'accord en grande partie avec Benjamin Correa, mais pas complètement. Je pense que l'Europe, depuis le départ, on doit en avoir conscience, et là encore, c'est une pédagogie qu'on doit faire vis-à-vis des jeunes générations. L'Europe, par principe, est l'association de gens riches et de gens moins riches. Par principe, depuis le début. Et depuis le début, ça fonctionne comment? Avec une idée de transfert. C'est-à-dire, pour que ça marche, pour que si vous ouvrez les frontières et que vous avez des gens pauvres d'un côté et des gens riches de l'autre, c'est clair, vous avez immédiatement une migration. Si l'Europe a réussi à fonctionner, à s'ouvrir, y compris avec l'Espagne qu'on évoquait tout à l'heure et le Portugal dans le milieu des années 70, c'est parce que tout de suite, il y a une politique de transfert qui doit être faite. Et l'énorme erreur des deux grands pays que sont la France et l'Allemagne, à partir de 2003-2004, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, c'est dire on n'a plus besoin de faire de transfert, ils ont maintenant un taux bas. Et donc on laisse les gens s'endetter, et donc par conséquent là on s'en lave les mains, et aujourd'hui on est en train d'en payer les dividendes. Rapidement, mais le transfert est absolument capital. C'est une vision économiste à mon avis. Ah ben ça, oui. Parce que c'est pas une question. Attendez, j'ai la parole. Parce que ce n'est pas une question de riches et de pauvres, c'est une question de pays organisés et des pays en difficulté d'organisation. C'est dont a besoin, les transferts dont avait besoin la Grèce. Mais c'est très délicat. C'est pas de l'argent, c'est de l'organisation. Oui. Et ça, c'est de construire un État, c'est de lever l'impôt. De nous aider, de protéger, si vous voulez, les éléments sains de la société par rapport à la concurrence des opportunistes, enfin, des gens. Nous avons été, enfin, les éléments sains de la société grecque ont été marginalisés. La classe politique qu'on accuse, c'est pas la classe politique d'origine, c'est la classe politique qui est le résultat d'une sélection négative parce que les règles du jeu et le contexte qui a été créé par l'Europe à cause de la rente a effacé tout ce qui était sérieux. Donc, on n'a pas vraiment... On n'a pas besoin d'argent. La Grèce est un pays potentiellement très riche parce que nous avons des avantages comparatifs comme aucun pays au monde. C'est vrai. Alors, mais non, attendez. Nous avons. Vous oubliez. Je termine. Vous oubliez que ce n'est pas seulement la Grèce, les territoires grecs, mais c'est aussi la première marine marchande au monde et la diaspora. Ces éléments ne sont pas du tout coordonnés. C'est ça le problème. Pascal Durand, rapidement. Benjamin Correa a pointé du doigt, et ça a été dit également tout à l'heure, le défaut européen par rapport à une défense commune, par rapport à une capacité, etc. Moi, je voudrais qu'on pointe aussi le défaut, parce que moi, je ne suis pas sur l'espèce de main invisible qui voudrait le mal pour la Grèce, qui voudrait le mal pour l'Europe, etc. Mais en revanche, là où il y a eu un déficit majeur, c'est que l'Europe, à un moment, s'est mise à raisonner uniquement en termes financiers. Et on l'a dit, les banques privées, il y a un certain nombre d'éléments, de grandes entreprises, qui ont pris la main, globalement, en Europe. Le déficit que l'on a, c'est que, on parlait des pères fondateurs, mais il y avait des gouvernants, entre guillemets, politiques qui étaient à la manœuvre. On en pense qu'on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y avait des débats. Là, ce qui se passe, c'est que la zone euro, telle qu'elle a été mise en place, telle qu'elle fonctionne, elle n'est politiquement arbitrée par aucune instance démocratique. Oui. Le Parlement européen ne dit rien. La construction européenne, effectivement, oui, mais c'est extrêmement grave. Bien sûr. Parce que qui est en capacité à un moment d'arbitrer entre la finance, l'économique et la nécessité de reprendre, par exemple, les réformes structurelles? On n'a pas demandé à la Grèce au départ, on ne lui a pas demandé une réforme fiscale
importante. Ça s'est passé complètement. On lui a dit baisse tes dépenses et baisse ton budget. On n'est pas rentré dans les réformes structurelles parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique là non plus d'essayer d'aborder la question autrement que sous l'angle financier. Alors justement, là, on va essayer de se poser un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. On est à 5 mois de négociations entre le gouvernement Syriza d'Alexis Tsipras et la Troïka, dire maintenant les institutions, puisqu'il est plus question de l'appeler comme ça. C'est politiquement correct. Alors, c'est quoi qu'il en soit, on voit qu'en l'espace de... Depuis 2009, depuis le début de la crise, il y a eu plusieurs plans d'austérité successifs, qu'on a des chiffres catastrophiques en termes de chômage. On est à quasi... on est à 25%, 50% chez les jeunes, 43% d'augmentation du taux de mortalité infantile. Enfin, c'est absolument catastrophique. Il y a un retour arrière en termes d'évolution des chiffres qui est absolument dingue. DSK, Dominique Strauss-Kahn, intervient sur Twitter la semaine dernière en plein pic, en pleine dramaturgie, pour dire apprenons de nos erreurs et prône un étalement, une renégociation claire de la dette. Certains demandent carrément à l'annuler, comme ce qu'on a pu faire en 1953 avec l'Allemagne. Est-ce que c'est possible d'annuler une dette comme celle-ci, Philippe de Sertine? Non mais attendez, d'abord c'est déjà ce qu'on fait dans les faits actuellement. On a repoussé une maturité. La Grèce a une dette de maturité moyenne de plus de 15 ans, la France a 7 ans. Donc en réalité, aujourd'hui, on voit bien que la situation est intenable du point de vue financier. Et donc pour le moment, on repousse, on ne le dit pas, mais on est déjà dans de la restructuration. Ce que propose Dominique Strauss-Kahn, à mon avis, est redoutable. Parce que c'est de dire, bon, alors on efface, mais du coup, on n'amène plus rien. Or, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je crois que la vraie solution qu'on a évoquée sans cesse, ce que, en fait, la raison sur laquelle on est en train de tourner sans cesse, c'est dire, le problème n'est pas l'austérité, comme on le dit tout le temps. Le problème, c'est la dette. Et l'Europe, en fait... C'est le poids de la dette. Non, c'est même pas ça. Le poids de la dette, on sait qu'il est intenable. Mais c'est la question de dire, est-ce que vous avez une économie qui ne va pas fonctionner que sur de la dette, Et quand vous disiez la rente, c'est-à-dire de la dépense publique qui alimente l'économie. C'est ça le problème. Et donc là, pour arriver à changer vraiment complètement, on va dire, le logiciel économique de la Grèce, c'est des investissements massifs. Absolument. Pas des investissements publics, des investissements privés. Là, je pense que ce ne sera pas d'accord. Mais c'est des investissements privés qui doivent venir immédiatement. L'infrastructure, les routes, etc. C'est plus ça le problème. C'est de l'industrie, et donc là, quand on va dire, on vous rembourse, on ne parle plus de dette, mais attention, vous n'avez plus rien. Plus rien. Mais là, non, c'est pas la solution, parce que l'économie grecque, aujourd'hui, elle n'est pas capable de repartir toute seule. Benjamin. Deux choses. Là où je diverge avec de Sertine, les choses reviennent à la normale, si je puis dire. Il y a un problème de dette, bien sûr qu'il y a un problème de dette, même si la maturité de la dette grecque est plus longue, c'est-à-dire que ce que vous avez dit, ça tombe, et ça tombe dru. Vous savez comme moi que la Grèce, d'ici fin août, doit payer 15 milliards entre principes. Ah oui, d'accord, mais, mais pour le moment, on ne lui donne pas, comme vous avez constaté. Et sur les 7 milliards qu'on devait donner, on ne lui a pas donné un centime et on a fait perdre 6 mois. Bien. Bon, donc on ne lui donne pas. Soyons très clairs. Non, mais on ne lui donne pas. Donc on ne lui donne pas. Et qu'est-ce qui se passe? Point. Bon, donc ça tombe dru. Ça tombe dru. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de problème de dette. Après, il y a deux questions. Il y a une question purement conjoncturelle, qui est qu'on ne peut pas continuer avec ces politiques d'austérité dont on sait les résultats qu'elles ont produits depuis 5 ans. Le FMI n'a rien appris, l'Europe n'a rien appris, c'est les méthodes de... Il y a 2 ans, ils disaient qu'ils avaient été trop loin. Voilà, exactement. Après avoir admis qu'ils s'étaient trompés. Là, ils ont totalement oublié qu'ils ont dit qu'ils s'étaient trompés, ils veulent refaire la même chose. Donc, Syriza est parfaitement fondé à dire il faut un volet relance, il faut un volet urgence sanitaire, etc. Après, il y a le problème de plus long terme. Alors, on peut discuter sur la proposition de Strauss-Kahn, c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais tout le monde sait qu'il va falloir remettre la question de la dette sur la table. Et il ne faut pas faire peur aux téléspectateurs. On fait ça sans arrêt, éponger les dettes. Les téléspectateurs savent-ils que 35 milliards de dettes irakiennes ont été épongées en un quart d'heure après que Bush soit rentré à Bagdad? Bon, on a fait zéro histoire. Ça a été totalement tué. Là, c'est 320 quand même. Oui, non, mais ça, on verra. On verra. Un gros défaut depuis les temps. Donc, oui, non, mais on arrive je ne dis pas qu'il faut l'éponger
partager totalement, mais il faut l'aborder aussi. Et ça, l'Union européenne, jusqu'à présent, s'y refuse. On revient à la case de départ, encore les discussions de l'économie. Le problème est politique, ce n'est pas économique. Donc, il faut transformer le fonctionnement de l'État grec afin que les investisseurs puissent venir. Il y a 3 choses à faire. C'est simple, mais politiquement très difficile. C'est d'abord la justice, deuxième, la simplification de l'administration, troisième, la stabilisation des conditions d'imposition. Et ensuite, l'investissement va venir de manière massive et on aura 7% de croissance par an. Non, mais absolument d'accord. Tout le monde est d'accord. Pascal Durand, rapidement. Il y a 0 investissement en Europe en ce moment. On arrive au terme de cette émission. On a besoin, et ça a été dit, d'un grand plan d'investissement. Moi, je n'ai pas de divergence sur le fait qu'il faut également des investissements privés, c'est une évidence. On a su garantir les banques, le risque des banques, et on a repris la dette, et je ne vais pas contester, mais on a repris la dette à titre public. Il faut maintenant que l'Europe fasse effectivement des eurobonds, c'est-à-dire en gros qu'elle fasse des obligations de manière à rendre solidaire globalement l'Europe. Il faut qu'on ait une gouvernance politique également des investissements, que l'Europe soit sur des investissements du futur et qu'on arrête uniquement d'être sur les infrastructures qui ne profitent qu'à quelques grandes entreprises. Georges Prévélakis, je suis désolée, malheureusement. Alors, ce sera Georges Prévélakis. Georges Prévélakis, s'il vous plaît, ce sera l'objet, messieurs, ce sera l'objet. Pascal Durand, s'il vous plaît, je vais sévir. Ce sera l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup. On a essayé de déblayer un peu tout ça. On voit bien que la question de la Grèce, en fait, ne peut pas se détacher de la question de la construction européenne. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairés. Rendez-vous la semaine prochaine avec Claire Barsac pour un débat sur les monnaies locales. Rien à voir, mais c'est comme ça. Nous, on se retrouve très vite. Vous pouvez bien entendu réagir sur notre adresse internet. À bientôt.